me further, bitch. Tu viens de te réveiller, toi, c'est bon? Ton café, il est prêt, là, ou pas? Peut-être whisky, ça, ouais, c'est mon délire, ouais. C'est mon dieu. Elle est patate. Bienvenue chez 9-2. Mixtape, papa. Bon, ben, hey. DJ There we go. Dans la touche à Youm, hein? DJ Fantôme. Je te pine ta mère. Bitch! À quoi ça se voit qu'il est intelligent et juste? Eh bien justement, ça va se voir maintenant. Ça va se voir dans la construction du cosmos. Cosmos sans lequel la philosophie grecque ne serait pas pensable. Cosmos sans lequel la définition de la vie bonne ne serait pas pensable. L'histoire d'Ulysse elle-même ne serait pas pensable s'il n'y avait pas en permanence derrière les aventures d'Ulysse cette idée qu'il existe un ordre du monde auquel il faut s'ajuster. Rejoindre Ithaque, c'est cela, s'ajuster au cosmos. Eh bien, que fait Zeus quand il a gagné la guerre contre les titans? Il fait quelque chose de génial politiquement et métaphysiquement et cosmologiquement. Il va partager le monde. Et il va partager le monde selon la justice, pour ne pas avoir à se heurter après à des récriminations, à des protestations, à des revendications. À chacun, il va donner sa part exacte. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, il dit à Gaïa, tu auras définitivement la terre. Et les hommes qui sont sur la terre, le jour où il y en aura, eh bien, ils te rendront les honneurs, les cultes, ils feront brûler des cuisses de taureau, ils te célébreront. Et puis, Ouranos, eh bien, tu auras le ciel. Poséidon, mon frère, tu auras les mers, etc. Et à chacun, un peu comme dans un gouvernement, c'est pour ça que c'est aussi une métaphore politique, ça s'appelle les décrets d'attribution dans un gouvernement, il va faire le décret d'attribution en parfaite justice et intelligence. Chacun aura sa part. Très intéressant, ça va fonder tout le droit romain pratiquement jusqu'à la Révolution française. La formule du droit romain qu'émettant Michel Villet, un des grands spécialistes du droit romain, un des grands juristes français, eh bien la formule du droit romain, la formule canonique, c'est rendre à chacun le sien, mettre chacun à sa place. Quand il y aura une injustice, quand quelqu'un aura péché contre l'ordre cosmique, contre la justice, contre ce juste partage originaire du monde, eh bien, il sera remis à sa place. Le rôle du juge, le rôle du juriste, ce sera de remettre à chacun le sien et de remettre chacun à sa place quand il en est sorti. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais je le dis tout de suite, le péché qui consiste à sortir de sa place, ça s'appelle l'hubris. L'hubris, c'est la démesure, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil qui nous pousse à nous prendre pour autre chose que ce que nous sommes. Les formules célèbres de la mythologie grecque que Socrate évoque, que la philosophie grecque reprendra, rien de trop, par exemple, ou connais-toi toi-même, la fameuse formule socratique, n'ont rien à voir avec la psychanalyse, n'ont rien à voir avec l'introspection, mais tout à voir avec ce partage originaire du monde. Il ne faut pas quitter sa place, c'est ça que ça veut dire. Connais-toi toi-même, ça veut dire sache qui tu es pour pouvoir rester à ta place. Ne te prends pas, par exemple, pour un dieu. C'est ça que ça veut dire. Rien de trop, ça veut dire ne pêche pas par hubris, par démesure, par orgueil, par arrogance. Ne quitte pas ta place, ne prends pas plus que ta part. C'est ça que ça veut dire. Au fond, c'est déjà toute la formule du droit antique qui sera continuée par le droit romain, qui est mise en place par ce jugement originaire de Zeus. En allemand, c'est magnifique, ça s'appelle Urteil. Teilen, en allemand, ça veut dire diviser, partager. Ur, en allemand, ça veut dire originaire. Urteilen, en allemand courant, ça veut dire juger. Ce jugement de Zeus est un Urteil, c'est-à-dire un partage originaire du monde selon l'intelligence et la justice. Et ce partage originaire du monde, eh bien, c'est tout simplement la naissance du cosmos. Ce que les Grecs vont appeler cosmos, c'est ce partage du monde par Zeus, ce partage selon l'intelligence et la justice, qui crée par conséquent, parce qu'il est juste, un monde harmonieux, un monde qui par conséquent, puisqu'il est harmonieux, est beau, qui est juste, je viens de le dire, puisque chacun a sa part et pas plus que sa part, mais pas moins non plus. Les dieux qui ont aidé Zeus sont récompensés en fonction de leur mérite, en fonction de leur participation à la guerre contre les titans. Ils auront des honneurs rendus en fonction de ce qu'ils ont fait, et par conséquent, cet ordre cosmique est harmonieux, juste, beau et bon. Et c'est à lui que les humains seront
invité à s'ajuster pour pouvoir parvenir à la vie bonne. C'est ça que fait Ulysse quand il rejoint Ithaque et qu'il remet de l'ordre dans son palais. Voilà donc la naissance du cosmos, voilà comment elle est racontée par Hésiode, et voilà la signification de ce poème apparemment très abstrait, dont vous voyez qu'il a exactement la même structure que l'histoire d'Ulysse, c'est-à-dire un itinéraire qui nous emmène du chaos le plus total à l'harmonie la plus parfaite. Harmonie désormais garantie par l'intelligence, la justice et la puissance sans limite de cet immortel qu'est Zeus, et voilà pourquoi il est bien sûr le dieu des dieux, le roi des dieux, installé désormais sur l'Olympe avec les 12, 13, 14 autres dieux qui siègent avec lui. Je dis 12, 13, 14 parce que cela variera au fil de l'histoire selon les listes qu'on va retrouver. Certains dieux figureront parmi les Olympiens, d'autres non, et les listes sont parfois variables. Mais enfin, en gros, il y a 12 Olympiens, si je puis dire, qui sont 14, selon les listes qu'on retrouvera, et qui siégeront donc autour de Zeus sur l'Olympe, garantissant ainsi la pérennité de l'ordre cosmique qui permettra à la philosophie de naître, soit pour le critiquer, encore une fois, une tradition, celle des sophistes, des épicuriens et des atomistes, critiquera cet ordre cosmique. Elle sera, si on veut, la déconstruction de l'ordre cosmique, la contre-culture, mais d'autres, au contraire, la grande tradition grecque, celle de Parménide, de Platon, d'Aristote et des stoïciens, acceptera ce message de la mythologie, ce message de la théogonie, pour en faire le principe même, le principe le plus profond de la définition de la vie bonne. Alors, question qui se pose maintenant, au stade où nous en sommes, c'est la question de savoir, maintenant que le cosmos est parfait, maintenant que l'ordre du monde est établi, maintenant que l'harmonie et la paix règnent, la guerre des dieux est terminée, pourquoi créer ces petits humains? Pourquoi créer des mortels? Et cette création de l'humanité, elle va être l'objet d'un mythe magnifique, de plusieurs mythes, mais un surtout que je voudrais vous raconter, qui est sublime, c'est le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, c'est le mythe de Protagoras, tel que nous l'a raconté Platon, tel que le raconte Protagoras d'ailleurs dans un dialogue de Platon, c'est le mythe de la naissance des hommes, et ce mythe est fondamental pour comprendre une problématique essentielle à la philosophie. Bien sûr, la problématique centrale de la vie bonne. Qu'est-ce que la vie bonne pour les mortels? S'il n'y avait pas de mortels, la question ne se poserait pas, bien sûr. Mais aussi, c'est toute la problématique du temps, toute la problématique de l'histoire, toute la problématique de la vie qui va être liée à cette création de l'humanité par les dieux.